Alors, je suis Madame Benary, fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu, une association qui a été créée après 30 ans d'action sur le terrain. En fait, c'est l'aboutissement d'un combat mené pendant des années contre la maltraitance sexuelle des enfants et la prévention de la récidive. Je suis moi-même une ancienne victime de viol et d'abus sexuels pendant des années. Et à l'adolescence, je me suis intéressée à la cause de la déviance de ces gens-là. Alors, c'est pas par hasard, l'adolescence, c'est parce que j'ai rencontré une petite victime qui me semblait avoir les mêmes symptômes que moi. Je ne dis pas qu'il y a des symptômes spécifiques, mais j'ai décelé chez elle une souffrance invisible. Et j'ai découvert qu'elle était violée, abusée par 3 membres de sa famille. Et je l'ai aidée à se défendre comme j'aurais voulu qu'on m'aide moi quand j'étais petite. Et ça a marché. Et c'est ça qui m'a propulsée un petit peu sur ce terrain et m'a permis d'avancer. Et c'est devenu un peu je dirais, la référence dans mon entourage. Le téléphone arabe marchait bien, même s'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Dès qu'il y avait un souci avec un abus sexuel ou une suspicion, ça me parvenait. Donc j'étais très heureuse d'apporter aux victimes ce qu'on n'a pas pu m'apporter. Non pas par méchanceté ou indifférence, c'est tout simplement par ignorance. Et lorsque j'avais 20 ans, je me suis intéressée donc à l'autre, parce que les victimes ne pouvaient pas répondre à la question pourquoi on désire un enfant quand on est adulte, pourquoi on désire un enfant quand on est adolescent ou quand on est un homme. Et là, j'ai été chercher les réponses moi-même auprès de quelqu'un qui me semblait accessible, qui n'avait pas le profil de mon agresseur, à savoir un monstre. Donc l'autre me semblait plus ou moins, je dirais, sensible à cette jeune fille, enfin jeune adolescente qui se posait des questions sur un potentiel agresseur. Et là, j'ai découvert, à travers cet entretien, une souffrance palpable de quelqu'un qui était attiré par les enfants, mais qui ne comprenait pas pourquoi, lui-même, qui n'a pas choisi cette inclination et qui ne supportait pas le fait d'être amoureux de la plus petite des sœurs, et alors que les grandes sœurs s'intéressaient à lui, et il a commencé à pleurer, et c'est comme ça que j'ai commencé la première écoute efficace. Je me suis surprise moi-même à pleurer avec lui. Voilà, c'est comme ça que j'ai débuté cette écoute qui, à mon sens, a été pour moi vraiment une révolution dans la mesure où j'ai découvert que l'écoute des personnes déviantes, sans connaître le mot pédophile, que c'était salutaire, que c'était préventif, parce qu'il est venu vers moi et il m'a dit, ça l'a apaisé, ça l'a aidé, et il m'a demandé de transmettre aussi les excuses et le pardon à cette adolescente qui avait peur de lui. Et il m'a juré qu'il n'avait aucunement l'intention ni de la toucher, ni de la violer, ni d'abuser d'elle. Il voulait juste s'approcher d'elle pour lui exprimer son amour. Et c'est là où j'étais un peu surprise de savoir qu'un homme peut tomber amoureux d'une enfant, parce que c'est pas ce qui me semblait moi vivre avec mon agresseur. Il n'y avait pas du tout d'amour, il n'y avait pas de geste d'affection, il n'y avait que vraiment le sexe, c'est-à-dire l'abus sexuel avec violence. Et ben j'ai continué à chaque fois que c'était possible d'écouter un auteur, ben, je le faisais. Et à l'unanimité, pendant des années j'ai fait ça. On me disait, donc je suis venue après en France, et pareil, j'ai continué ce combat dans l'ombre et d'une façon informelle. Et ce que j'ai constaté sur le terrain et avec donc les rencontres de cette population déviante ou non, parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui n'étaient pas pédophiles, qui n'étaient pas sexuellement attirés par d'autres enfants. Ce que j'ai découvert, c'est cette
envie, ce besoin d'être aidé et qu'il n'y avait absolument aucune structure, aucune aide. Et je me suis dit, donc, il y a vraiment une faille et c'est à partir de l'effervescence médiatique autour de Marc Dutroux en Belgique qu'on a fait appel à moi pour une affaire dans une école pour essayer de comprendre, essayer d'analyser et profiler un instituteur qui commençait à dériver, un glissement vers des attouchements. Et j'ai fait un peu mon enquête pour ne pas mettre cet homme qui était sur un piédestal aux yeux des parents, le mettre en péril. Et j'ai réussi à faire un travail discret et surtout à l'abri des médias qui, à l'époque, cherchaient que des affaires comme ça, des faits divers. Après l'aboutissement d'une affaire juridique assez réussie, sans vraiment de traumatisme auprès des enfants, le maire de ma ville, ici, m'a encouragée à créer une association et partager mon expérience parce que l'inspecteur départemental ici a compris que j'avais une expérience de terrain, une connaissance à transmettre et tous les deux m'ont encouragé à créer. Donc ce que j'ai créé, c'est l'association L'Ange Bleu. Voilà, et à partir du moment où j'étais reconnue, j'ai été un peu propulsée de l'ombre à la lumière. C'est grâce un peu, ou à cause, puisque je travaille beaucoup, d'Europe 1, parce que Laurent Guimier, qui était un journaliste, a fait appel à moi pour expliquer ma méthode. Et je lui ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres associations? Parce que j'ai cherché effectivement s'il y avait quelque chose en amont. Je n'ai trouvé que des actions menées en aval et des prises en charge, c'est-à-dire en dehors des affaires juridiques et judiciarisées, il n'y avait rien. Et c'est là où j'ai réfléchi pour faire quelque chose de complémentaire avec les psychiatres qui travaillent dans ce domaine, avec les autres associations, et être un maillon de la chaîne. Voilà, et c'est comme ça que l'action de l'Ange Bleu est née et a commencé. Et je peux dire que Internet m'a permis d'attirer les pédophiles qui sont abstinents. Donc ce mot n'a existé qu'à partir de la création de l'Ange Bleu, parce qu'il n'existait pas. Le mot pédophile abstinent n'existait pas parce qu'on ne connaissait pas cette population. On ne connaissait que ceux qui sont passés à l'acte, que les délinquants sexuels, ceux qui ont enfreint la loi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir une autre population, hein, qui est consommatrice de la pédopornographie. Et c'est aussi avec eux et à travers eux que j'ai appris beaucoup de choses et comment se sevrer, comment coacher ces gens pour ne pas justement s'enliser dans un monde virtuel et éviter le passage à l'acte. Et je me demandais déjà, est-ce qu'il y a d'autres associations qui est de numéro entre B, numéro vert pour pédophiles abstinents? Et autrement, à part écouter, qu'est-ce que vous faites d'autre à l'association? Alors, la permanence d'écoute que j'ai instaurée permet à tous les pédophiles ou toutes les personnes qui sont en souffrance, y compris les victimes, puisque je me suis retrouvée à aider, soutenir les victimes aussi d'abus sexuels. J'ai continué aussi les groupes de parole, ce que j'avais créé avant la création de l'Ange Bleu, avec les délinquants, les familles, les victimes, un dialogue convivial. Là, j'ai intégré les pédophiles abstinents. Donc, quand vous dites écoute, il ne s'agit pas seulement d'écoute. Hein. Il y a l'expérience du terrain qui me permettait de donner des conseils, de donner des idées, de soutenir moralement les personnes qui sont en détresse. Parce que écouter ne suffit pas, sinon dans l'entourage de ces personnes, on pourrait les écouter. Et souvent, d'ailleurs, ils se sentent solitaires des enfants que je protège. Et aussi
est aussi dans la réflexion de se maintenir abstinent pour ne pas nuire. Alors, c'est vrai que je rencontre, hein, vous me demandez comment je fais, je rencontre individuellement les personnes en cas de besoin, comme tout à l'heure, je vais recevoir quelqu'un qui n'est pas pédophile et qui est assez âgé et ne comprend pas pourquoi cet été, pendant les vacances, un fantasme l'a envahi et il a commencé à créer des scénarios avec sa petite fille. Donc, mais c'est pas pourquoi il n'y a pas eu de garde-fou, de barrages moraux. Et il l'a invité, il lui a demandé de prendre une douche, et il cogitait tout seul. Et au moment où il a voulu pénétrer dans la douche nue, elle l'a poussé. Donc il n'y a pas d'acte de viol ou d'abus sexuel, mais il y avait quand même la motivation. Donc il a complètement perdu la tête. Il ne comprend pas pourquoi, il a perdu la tête. Et heureusement qu'elle s'est protégée. Voilà, des gens comme ça m'appellent aussi pour comprendre pourquoi il y a eu cette envie, pourquoi il y a eu ce désir imprévisible après plusieurs années. Là, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres associations? À ma connaissance et à la connaissance des pédophiles qui m'appellent, il n'y a rien dans le monde entier. Il y a eu en 2005, c'est-à-dire 7 ans après la création de l'Ange Bleu, une structure médicalisée et psychothérapeutique en Allemagne qui s'appelle l'Hôpital de la Charité, qui offre une écoute. C'est-à-dire, ça coupe toutes les 10 minutes en fait, l'appareil. Si vous disiez à quel hôpital vous venez de faire il fait des pauses. Charité. Ah. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste refaire la phrase parce que du coup, ouais. je l'ai. Alors à partir d'où Ah oui. À l'hôpital de Charité. Ouais. En 2005, comme je l'ai dit, 7 ans après la création de l'Ange Bleu, j'ai appris par un pédophile français résident en Allemagne que l'hôpital Charité a créé, qui s'occupait des délinquants sexuels judiciarisés, a créé un autre service spécialisé pour ceux qui ne sont pas passés à l'acte. Ils ont d'ailleurs diffuser un slogan pour cette population et montrer qu'ils sont là pour les écouter, pour ne pas dériver vers le passage à l'acte. Et il semblerait que ça marche très bien parce qu'il n'y a pas de structure alternative comme la mienne. Il faut se sentir malade, il faut se sentir vraiment impuissant face à ces ressentis pour aller vers cet hôpital. Mais pourquoi pas? Mais il y a quand même des moyens derrière, des moyens derrière cette structure. Alors qu'en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, puisque je reçois à distance les demandes d'aide de tous ces pays, il n'existe aucune structure qui ressemble à la mienne. En fait, en cherchant bien, d'autres journalistes l'ont fait, je suis la seule structure au monde à offrir cette écoute réactive. Voilà, un exutoire pour ces gens qui sont en souffrance souvent, mais qu'on ne connaît pas. C'est vrai que si on pouvait s'intéresser un peu plus à ces gens-là, on éviterait beaucoup de passages à l'acte et surtout beaucoup de victimes. Et aussi, Jean-Michel Lucas avait dit que, alors je ne sais plus si c'est lui ou sur Internet, en tout cas c'est quand je travaillais sur lui, il disait qu'il y avait seulement sur les 13 000 psychologues de Paris, et je crois qu'on n'avait pas 60 000 avec toutes les professions associées, en tout cas il y avait seulement 4 cabinets qui recevaient des pédophiles abstinents. Je ne sais pas si ça a changé, si alors, cette info est fiable. Je profite de votre antenne pour rendre hommage à Jean-Michel Lucas, qui a été le premier qui m'a contacté, et en qui j'ai eu confiance, et il a été à l'écoute, et il a eu beaucoup d'humilité et de modestie à dire je ne connaissais que ceux qui sont passés à l'acte, je ne connaissais pas les pédophiles abstinents, et grâce à notre partenariat, il s'est intéressé, il est venu à un groupe de parole, et je lui ai envoyé
des dizaines et des dizaines de messages représentatifs de ce que je fais, de comment je réponds. Et il a vraiment bu ma méthode, il a intégré et ça a très bien marché dans la mesure où je lui ai orienté des consommateurs d'images qui sont abstinents physiquement et qui étaient très très satisfaits de son travail. Mais non, c'est sûr que il n'y a pas vraiment une avalanche de psy qui s'intéressent à ces gens-là, parce qu'en France, il y a eu une culture vindicative et on a tendance à aider beaucoup plus ceux qui sont passés à l'acte pour éviter la récidive. Donc on ne s'intéresse pas vraiment à la personne comme il le fait Michel Luca. Depuis quand même quelques années, il y a eu une évolution puisque des psychiatres, même des experts psychiatres en Suisse, y compris en Belgique et beaucoup en France, se tournent vers moi pour essayer de comprendre comment je travaille, viennent assister, mais pas participer au groupe de parole et comprendre le fonctionnement de ces gens-là et comprendre leur souffrance pour leur apporter une aide. Donc beaucoup maintenant élargissent, grâce à ce partenariat, leur champ de thérapie. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec un cabinet de psy pour travailler sur un futur partenariat. Super. Oui, aussi, il y a beaucoup de psy qui me disent oui, mais pédophile, attention, c'est pas le bon mot. Alors moi, je serais un peu d'accord, parce qu'en fait, pédophile, ça fait un amour des enfants, on devrait dire pédosexuel ou pédocriminel. Pédosexuel, c'est moi qui l'ai utilisé. Alors, le mot pédosexuel, c'est moi qui l'ai utilisé dans la classification des pédophiles. Pourquoi? Parce qu'un pédosexuel est convaincu qu'une relation sexuelle entre enfants et adultes n'est pas néfaste, dans la mesure où il y a quand même certains qui réussissent à nouer une relation sexuelle et donner du plaisir aux enfants sans que l'enfant puisse comprendre que c'est un abus. Et pédophile, c'est vrai que le mot, la signification grecque, c'est aimer les enfants. Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est ce que je fais tout le temps, je rectifie. Je dis c'est désirer les enfants. Pédophile, c'est pas uniquement aimer, sinon on serait tous des pédophiles. Non, c'est désirer l'enfant. Quand on désire un enfant, alors pas un seul, parce qu'il arrive que certains aient une érection ou un désir occasionnel à l'égard d'une fille qui va se comporter d'une façon équivoque ou un garçon qui semble provocateur. La pédophilie désigne une attirance sexuelle vers les prépubères d'une façon figée et fixée, voilà, et cristallisée. Cette attirance constitue une orientation sexuelle pour moi, c'est pas une maladie, donc elle ne se soigne pas. En revanche, elle peut générer des souffrances, des mal-être, des phobies, et c'est ça ce que moi je préconise pour les psychiatres. C'est ça ce qu'on peut soigner, et non pas l'orientation sexuelle. C'est archi faux de croire qu'un pédophile est malade. La personne qui va venir tout à l'heure pour me rencontrer, l'appel de sa femme, l'appel de sa famille, c'est soignez-le. Voilà. On a besoin d'un médecin pour le soigner. Moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'il est responsable de son acte, responsable du passage à l'acte. Mais il n'est pas responsable de ce flash, de ce fantasme qu'il a eu. Et ça ne se soigne pas. C'est chaque individu est médecin de lui-même. Hein, il y a des garde-fous et on doit absolument les mettre en veille. Et moi, ce que j'avais retenu, enfin, pardon, il faut refaire cette phrase. Il y a des garde-fous, donc il faut les mettre au contraire. Il y a des garde-fous qu'il faut actionner, hein, et ne pas les mettre en veille. C'est l'inverse. Et je dirais que la pédophilie est un mot abusivement utilisé, mais on ignore totalement la signification dans la mesure où la majorité des médias, la majorité des magistrats, la majorité des médecins, la majorité du grand public utilisent le mot pédophile pour quelqu'un qui est passé à l'acte. Donc on assimile la pédophilie aux actes, alors que la pédophilie
peut être abstinente pendant des années par choix. Je connais des milliers, je ne les connaissais pas, je les ai connus. En créant cette association, en créant cette permanence, j'ai connu ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui n'intéressent personne tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte. Et en ce qui concerne le soin, ce que je retiens des réponses de Luca et d'autres personnes, c'était que pour ceux qui sont plus des pédophiles et qui sont dans le désir pour enfants, c'est des immatures et en fait, il faut, via des entretiens, les aider à faire maturer leur sexualité, comme une sexualité dite classique. C'est un peu ma méthode. Lui, il les prend en charge. Alors, ce n'est pas un soin, c'est une prise en charge. C'est faire évoluer ces gens. Alors, ils ne sont pas tous immatures. Hein, ça, c'est un peu la thèse qui est avancée. Ils ne sont pas tous des anciennes victimes. C'est archi faux. Il y a une catégorie. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la sexualité précoce, ce plaisir qu'on stimule chez un enfant, hein, qui n'a pas encore ni l'âge, ni la maturité pour comprendre. Donc ça peut impacter certains. C'est pour ça que toutes les victimes ne reproduisent pas, ne ressentent pas une attirance. C'est vrai que lorsqu'ils sont écoutés d'une façon adaptée, comme il le fait Jean-Michel Luca, il y a plus de résultats que ceux qui font des sermons, hein, et qui agressent plus le patient en pensant que c'est la meilleure méthode pour qu'il ne passe pas à l'acte ou pour qu'il ne récidive pas. Super. Et par contre, on dit que pour ceux dont c'est plus vraiment une attirance au sein de la famille, ce serait en fait, on n'arrête pas de dire c'est une déviance sexuelle, mais ce serait plus un trouble existentiel, ça c'était. C'est-à-dire que c'est génétique. C'est génétique. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est pas, comment vous dites existentiel? C'est-à-dire on devient pédophile. On n'est pas pédophile. On le devient par des circonstances, le parcours de la vie, mais c'est très varié. C'est pas le seul dénominateur commun, c'est l'attirance envers les enfants. Mais les raisons, les causes sont différentes, sont variées. On peut développer une attirance pédophilique parce qu'on a raté son enfance, parce qu'on a été très timide, parce qu'on a été bloqué, parce qu'on a eu une relation, une éducation narcissique de la part d'une mère ou de la part d'un père. Donc on peut développer une attirance, mais sans savoir. Hein. C'est aussi la découverte, même pour la personne elle-même. Pourquoi je suis attirée par les enfants? Donc c'est la capacité de gérer ça, ou de rejeter, ou tout simplement de concrétiser. Donc c'est aider ces gens à ne pas concrétiser, à ne pas aller vers ce chemin, cette voie, hein, qui peut faire prendre des risques pour l'enfant, mais aussi pour soi. Et à votre avis, pour que ça change, qu'il y ait vraiment beaucoup plus de... Qu'est-ce qu'il faudrait créer des filiales, des assos comme la vôtre, la multiplier des cursus. Alors, ce qu'il faut, hein, ça fait des années que je crie cette mesure. J'ai été reçue par plusieurs responsables de ministère. Le cabinet du ministère de la Justice, je le connais par cœur, puisque ça fait quand même plus de 19 ans que j'existe. Donc, vous imaginez un petit peu le nombre des gouvernements qui se sont succédés et qui m'ont reçu, qui m'ont écouté. Ça a coupé le nombre de gouvernements. Oui, vous avez voyagé beaucoup, donc... Non, je parle d'ici, la France. Il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés en 19 ans. En 19 ans. Je parle de la France. Donc, à chaque fois, j'ai été invitée et à chaque fois, j'ai été encouragée, écoutée. Et rien n'a abouti aux actes, c'est-à-dire les promesses étaient là. J'ai même été reçue très chaleureusement en 2002 par Bernard Stasi, l'ancien médiateur de la République, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, je dirais même récemment, qui m'avait averti, m'avait mise en garde
face aux aberrations, aux incohérences des lois par rapport à ce que je vais faire. Et il m'a dit, il faut vous battre parce que vous allez vraiment avoir des difficultés à mener votre combat d'une façon concrète ou efficace, parce que les législateurs n'ont pas compris grand-chose pour réduire ou pour enrayer la maltraitance sexuelle. Donc on légifère et on crée des lois qui sont inadaptées. Donc après, les résultats sont là. On voit bien qu'on n'arrive pas à avancer, on recule et on fait du surplace. Je l'ai dit sur Facebook ce matin, on fait vraiment du surplace. Pourquoi ? Parce que ce que je fais, moi, est à contre-courant et le discours que je tiens est politiquement incorrect. Donc, à quand une politique courageuse qui va mener en plein, je dirais, frontale cette question. Alors, il ne suffit pas de m'écouter, de m'encourager et de me recevoir, soit à l'Assemblée nationale ou au ministère, pour me dire c'est très bien ce que vous faites, mais moi, à mon niveau, je suis dans la capacité de répondre à tous les besoins parce que je suis fatiguée, je fais des surmenages régulièrement, j'essaie de former des personnes, les moyens me manquent pour que je puisse fidéliser des gens et salarier des gens que je formerai parce que l'investissement d'une formation nécessite des heures et des heures et des jours et des mois. Je ne peux pas me permettre de passer mon temps à former et puis après perdre mes relais. Donc je connais des personnes qui seraient vraiment efficaces, mais les moyens me manquent pour que je puisse les embaucher avec moi dans l'Ange Bleu. Parmi les étudiantes, il y a énormément de potentiel et de motivation. Et est-ce que vous aussi vous réfléchissez un peu au champ judiciaire, au champ légal, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le domaine de la loi pour qu'il y ait moins de victimes d'inceste à l'avenir? Alors moi, je ne vais pas parler que de l'inceste, il n'y a pas que l'inceste. Hein. Heureusement, l'inceste, ça suppose que le viol n'existe que dans les familles. Il existe certes, et c'est la majorité, mais moi je dis que pour qu'on puisse vraiment mener un combat et mener des actions et prendre des mesures adaptées et efficaces dans la durée, c'est la formation. Parce que lorsque des gens comme Madame Taubira ou Madame Lajat Vallaud-Belkacem prennent des mesures au niveau de l'institution sans vraiment comprendre, c'est juste pour caresser le poil, enfin la société dans le sens du poil, moi je ne suis pas d'accord. Voilà une des preuves qu'on n'a rien compris et qu'on propose des lois qui sont incohérentes. Voilà, si on veut vraiment réussir une vraie prévention de la maltraitance sexuelle des enfants et des mineurs, eh bien, il faut avoir le courage d'accepter des méthodes qui n'existaient pas avant. Par exemple, moi, je propose l'investissement et l'implication de certains détenus qui sont sortant de prison, qui sont en prison, qui sont capables de mener le même combat pour que d'autres ne tombent pas comme eux, pour que d'autres enfants ne subissent pas ce qu'ils ont subi. Et ça, c'est carrément, ça sort un petit peu de l'imagination, alors que j'ai les preuves que ça marche. Voilà, il faut juste casser ces idées reçues et des ordres établis. Mais si je me disais, parce que quand même, souvent, c'est flou, hein, les stats, ça change souvent, mais on m'aurait dit qu'il y aura à peu près une personne sur deux, soit pédophiles abstinents, soit personnes qui commettent un viol incestueux, qui auraient eux-mêmes subi des violences. Mais j'ai répondu, on ne peut pas faire des statistiques sur les pédophiles abstinents dans la mesure où on ne connaît pas le nombre. Les pédophiles abstinents étaient méconnus avant, donc on ne peut pas avancer des chiffres comme ça sans connaître.
Par rapport à l'inceste, euh, non plus, dans la mesure où beaucoup ne sont pas pédophiles, les pères incestueux ou frères incestueux, c'est un problème vraiment de testostérone, d'un désir de dépassement, de manque de contrôle. Donc ce n'est pas forcément lié à l'enfance. Il existe des mécanismes qui font qu'on reproduit. Euh, mais, mais à mon sens, c'est très vaste et on ne peut pas vraiment établir des chiffres ou des études sur ça. Et... Oui, non, oui, c'était parce que justement, en fait, beaucoup de victimes se plaignent enfin, le chemin pour porter plainte, c'est très dur. En fait, tout est fait euh, pour, décourager de porter plainte, parce que c'est soit 6 ans de procédure, soit 3 ans si c'est passé en correctionnel. Est-ce qu'il faudrait pas faire des comparutions immédiates ou trouver d'autres moyens de... Alors moi, sur le plan juridique, je ne peux pas vraiment me prononcer dans la mesure où toutes les associations prônent et la judiciarisation. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est au cas par cas. Et l'imprescription qui a été préconisée par plusieurs associations, y compris celle de l'inceste, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que la dangerosité d'une personne doit être établie par l'institution. Et parfois, c'est juste une question de vengeance, une question personnelle. Elle n'est pas forcément ou matérielle, parce que moi, malheureusement, il y a des victimes qui m'appellent pour me dire je veux porter plainte, mais il faut que j'ai la garantie que ça va me rapporter les indemnités. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un problème de réparation ni un problème de reconstruction. Donc moi, je ne peux pas du tout me prononcer sur ce sujet. C'est à la victime de se prononcer sur sa vie. Est-ce qu'elle pense que son auteur est dangereux pour l'environnement aujourd'hui, ou bien c'est juste parce que tout remonte à la surface et elle a envie de faire ce qu'on lui conseille de faire, parce que parfois on peut mettre en péril un homme qui a sa vie, qui a des enfants, qui s'est repenti, qui n'a jamais retouché depuis plusieurs années. Donc les faits qui remontent à plusieurs années, je ne sais pas si vraiment c'est efficace, est-ce que c'est constructif, est-ce que c'est productif de porter plainte plusieurs années après, d'autant plus qu'on sait que c'est la parole de l'un vis-à-vis de la parole de l'autre, et surtout qu'on sait que en absence de preuves et d'aveux, l'affaire peut être classée sans suite. Et donc, vous imaginez un petit peu tous les frais que occasionne ce genre de démarche, et surtout la déception et la double souffrance d'une victime qui ressent qu'elle n'a pas été reconnue comme victime après plusieurs années. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir au cas par cas. C'est pour ça et c'est pourquoi de plus en plus de victimes qui découvrent mon site me contactent pour participer au groupe de parole, parce qu'elles estiment qu'il faut essayer aussi d'autres méthodes qui peuvent être réparatrices, et discuter avec les pédophiles et être un peu le garde-fou pour ces gens pour qu'ils ne passent pas à l'acte. Et justement, une question qui m'a fâché, cette idée du cas par cas, c'est l'esprit scientifique. Par exemple, Serge Garnier il me dit en 2000, l'INSERM a voulu mettre en place avec les auteurs incarcérés des études pour comprendre, parce qu'au final, on ne sait pas trop, on voit que l'horreur de l'acte, mais on ne va pas creuser. Et je crois qu'il y a eu très peu de recherches en France. À votre avis, est-ce que l'Ange Bleu pourrait collaborer avec, je ne sais pas moi, quel institut de recherche en France enfin, est-ce qu'il y aurait Une possibilité. Ouais, est-ce que la Mais science je l'ai déjà. aider, Mais alors, la science, ce sont des études, je dirais, strictement humaines. Elle n'a rien à voir avec la science. C'est la constitution de l'être humain. Comment faire pour que on puisse réduire la courbe de la maltraitance.
en se penchant sur la personne qui est susceptible de passer à l'acte. C'est ce que je fais depuis 46 ans. Donc je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait, cette proposition. Et comme vous le dites, en 2007, un chercheur de l'INSERM, qui est le docteur Stoliru, a cherché justement à tester 2 médicaments, 2 molécules sur les pédophiles volontaires. Et il s'est heurté à beaucoup de difficultés dans la mesure où le test qui est utilisé ne correspondait pas du tout à ce que je connaissais. Donc on ne peut pas vraiment faire des recherches comme ça avec des médicaments, ou surtout avec la castration. Avoir des volontaires pour accepter une castration chimique ne peut pas faire avancer les choses dans la mesure où les volontaires vont avoir un résultat efficace 2 ans après, et qu'après, si on l'impose, comme c'est le cas, je connais des pédophiles qui ne représentent aucun danger, mais parce qu'ils sont consommateurs addicts de la pornographie, on leur impose une castration chimique. C'est, à mon sens, un assassinat social et une aberration totale. Donc vous voyez, l'Ange bleu est ouvert, c'est-à-dire moi, personnellement, l'Ange bleu, c'est moi. Donc, ça a coupé à l'Ange bleu, c'est vous. Oui, l'Ange bleu, l'association L'Ange bleu, c'est uniquement une méthode de Latifa Benari. Hein. Et moi, je suis au service de tout le monde pour avancer. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Sauf que lorsqu'on me propose une mesure qui est aberrante, et qui ne peut pas avancer, et qui n'est là que pour la poudre aux yeux, je refuse, y compris parmi les médias. Certains m'appellent pour me dire: est-ce que vous avez des pédophiles dans le gouvernement ou parmi les stars et tout? C'est pas comme ça qu'on peut avancer. Lorsque vous êtes face à un député, un parlementaire, qui vous dit: ah, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas favoriser cette mesure parce qu'elle ne va pas plaire. Donc ça veut dire, voilà, c'est ce que je disais, on patauge et on est sur place, on fait du surplace. Voire même on recule. Et un autre champ, c'est, à chaque fois on a parlé d'exemples masculins. Est-ce qu'il y a aussi des mères ou des grandes sœurs ou que sais-je abstinentes qui des fois vous appellent aussi? Alors, cette question revient souvent. Est-ce qu'il existe parmi les femmes des pédophiles? Non. Les caractéristiques qui touchent et qui concernent les hommes n'existent pas chez les femmes. Maintenant, est-ce qu'il existe des femmes délinquantes sexuelles? Oui, dans le monde entier, il existe des femmes qui sont carencées sexuellement et qui vont avoir des relations sexuelles ou initier des enfants par défaut. Parce que il y a un manque, parce qu'il y a un problème personnel ou physique, ou tout simplement religieux. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec l'attirance ou l'orientation. J'ai eu quelques cas, alors sur des milliers de cas, j'ai eu environ 15 appels téléphoniques de femmes qui sont phobiques, qui ont très peur de passer à l'acte parce qu'elles ont subi des abus sexuels. Et comme la thèse qui est avancée par les praticiens et les psys, c'est que tous les pédophiles ont été victimes, ou la majorité ont été victimes dans leur enfance. Donc forcément, ça remet en question les ressentis des victimes, y compris les femmes. Mais je rassure toutes les femmes, on est constitué différemment et l'orientation sexuelle figée et fixée ne touche pas les femmes. C'est un trouble sexuel ou c'est un besoin sexuel, c'est tout, c'est une carence sexuelle qui fait que la femme peut être complice d'un homme pervers ou pédosexuel, ou tout simplement la solitude, l'isolement, la séparation, la distance avec les hommes fait qu'ils utilisent l'enfant comme un objet sexuel. Bien. Et est-ce que
Alors moi, je sais pas trop quoi en penser, mais on me dit en ce moment, oui, le désir des enfants, il n'est pas proscrit. On voit de plus en plus de publicités un peu ambiguës, où on se sert on me dit aussi qu'on a aussi de plus en plus à la télé, dans les émissions pour enfants, des pubs sur... Enfin, est-ce que, genre, dans la société au tout venant, il n'y a pas un peu une, comment Une dire, manière une de manière de susciter favoriser. le désir? Non, Ou non. c'est de la Alors, paranoïa un peu quand on n'est pas idiote? pédophile, on ne peut pas vraiment ressentir un désir, sauf lorsque il s'agit des adolescentes qui veulent absolument paraître comme des jeunes filles. Et il arrive à certaines de se maquiller ou de se comporter ou de s'habiller d'une façon équivoque, hein, qui peut susciter une confusion chez les gens les plus normaux. Maintenant, c'est vrai que les parents n'ont pas conscience du danger qui existe, parce qu'il suffit qu'un pédophile soit dans la masse pour qu'il ait, d'une façon imprévisible, une réaction et un manque de contrôle. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à travestir les enfants et les habiller comme les petites jeunes filles, ce qui aussi fausse l'image à l'égard de ces gens qui ont une sensibilité vis-à-vis des enfants. Maintenant, là où j'exprime moi ma colère, c'est par rapport aux pouvoirs publics internationaux sur les sujets virtuels, hein. On rencontre aujourd'hui de plus en plus de consommateurs d'images ou de scènes érotiques réalisées par les enfants ou par les adolescents eux-mêmes, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a l'évolution technique, c'est-à-dire il y a maintenant des chats qui autorisent des chats sur les réseaux sociaux qui autorisent des communications entre des enfants de 8 ans, 9 ans et des adultes 25 ans. Vous avez par exemple de 11 ans ou de 9 ans jusqu'à 25 ans. Et ça, c'est un vrai danger dans la mesure où c'est vraiment un terrain fertile pour ceux qui ont des idées malsaines et qui peuvent avoir des rencontres ou des risques vraiment imminents. La preuve, il y a de plus en plus de parents qui m'appellent pour me dire que leur enfant est en communication avec un adulte et c'est légal, et ils les menacent de partir de la maison si on l'empêche de continuer à communiquer avec ce qu'on appelle des amis. Donc aussi, les producteurs et les diffuseurs de la pédopornographie, ils ne sont pas poursuivis. Ce qu'on fait, c'est juste fermer un site qui va pousser ailleurs, mais on ne fait absolument rien pour arrêter ce phénomène qui se développe de plus en plus. Et moi, si j'étais vraiment dans le gouvernement, j'interdirais carrément la pornographie, même classique. Parce que l'addiction de la pornographie, pour tout le monde, elle peut mener vers la pédopornographie. Donc il faut arrêter de croire que la pornographie classique, légale, qui met en scène des adultes, peut éviter la consommation de la pédopornographie. Ça débride la sexualité, et pour un grand nombre qui n'ont aucun problème avec les enfants réels, les enfants réels n'ont aucun impact sur eux et qui découvrent à travers la pornographie légale parfois des images équivoques, des images de plus en plus juvéniles, de plus en plus jeunes, et qui s'enlisent dedans, et ça représente un problème, un véritable problème. Pour moi, tout ce qui est érotique doit être interdit par Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui ont accès facilement et qui aujourd'hui ont un véritable problème
de développement de la pédophilie. Ça semble difficile à comprendre, mais quand la pornographie est accessible, elle est accessible pour les adultes, elle est aussi accessible pour les enfants. Et il y a un impact vraiment négatif, des effets dévastateurs pour les mineurs. Je vais être honnête, avant même Internet, avant on allait chercher les cassettes des parents. C'est pas grave ça, c'est pas grave, mais c'est pas accessible. Oui, Si vous oui, cherchez les cassettes, c'est pas aussi facile que Internet. Parce qu'avec Internet, on est tous les jours à la recherche des nouvelles. Il y a des pédophiles qui me disent, moi, j'ai pas été abusée, je n'ai aucun problème, mais je pose la question, à quel âge vous avez commencé à regarder la pornographie? Et toutes ces personnes qui sont addictes à la pédopornographie me disent à 11 ans, à 12 ans. Est-ce que vous savez que j'ai des adolescents qui ont des tendances pédophiliques à 14 ans, 15 ans, 16 ans, y compris à l'étranger? On m'écrit du Canada, on m'écrit de l'Australie, on m'écrit de l'Angleterre à l'âge de 15 ans, 16 ans pour me demander de les aider à se sevrer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est une catégorie de personnes qui ne peuvent pas en parler, ni à leur famille, ni à leurs médecins, ni à leurs amis. Donc il y a beaucoup à faire. Mais moi je me dis d'un autre côté, est-ce qu'au bout d'un moment, bon déjà, je pense qu'il y a tellement d'enjeux financiers. C'est ça qui a permis le développement quand même accéléré d'Internet, c'est quand même la pornographie, c'est ce qui... Oui, bien sûr. Mais c'est... Ça me semble... voilà, le monsieur est venu. Oui, alors du coup aussi, d'un point de vue justice, moi je disais, si on pouvait être très cynique, c'est pareil, ça rapporte quand même énormément le commerce des vidéos et tout. Est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part, quand on met même des consommateurs d'images sur Internet en prison, c'est pas un peu, vous savez, comme on interdit la marijuana, donc ça donne envie de fumer. Est-ce que c'est pas un peu totalement incohérent? Non, moi je dis que les consommateurs d'images et de la pédopornographie ont besoin d'aide et non pas de sanctions. Parce que la majorité m'avoue que ce n'est pas la loi, ce n'est pas la justice qui les empêche. Le garde-fou est moral. Donc ce qu'il faut, c'est ce que je fais moi dans les groupes de parole. Je fais une réunion, une rencontre entre les uns et les autres et j'avoue que c'est meilleur résultat parce que le garde-fou est naturel. Et donc j'aide beaucoup de consommateurs qui ne sont pas judiciarisés. Ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience sans passer par la justice. Et tous disent qu'au moment où ils ont cette pulsion de visionnage, ils ne réfléchissent pas ni à la loi, ni à la prison, ni à personne, ni à la honte. C'est après. Et c'est sur ces déclarations, ces besoins, ces demandes que je travaille. Donc je les aide à se sevrer et à considérer la situation des enfants virtuellement comme des vrais enfants abusés, même si ils semblent éprouver du plaisir, partager une relation. C'est sûr que les producteurs ont plus intérêt à réaliser des scènes cohérentes avec leurs besoins, avec leur attirance, que de mettre des scènes de violence et tout qui intéressent une minorité de gens. Mais la majorité des scènes pédopornographiques sont d'ailleurs inclus et sont noyés dans la pornographie classique. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils tombent dessus. Et bizarrement, personne ne prend en compte ça. Et beaucoup m'avouent être tombés par hasard sur les images ou les scènes de mineurs qui ont un impact sur eux par rapport à leur enfance. Et la majorité de ces consommateurs, contrairement à ce que les politiques déclarent, font le choix d'abstinence. Et la majorité n'ont pas de problème avec les enfants dans leur environnement.
Donc il y a quand même beaucoup à apprendre et à étudier avant de légiférer, de prendre des mesures, de faire des déclarations et tout. Et je suis tout à fait favorable et c'est pour ça que je remercie quelques associations qui font appel à moi pour un peu comprendre comment agir et comment aider ces gens. Et quelques, pour ne pas dire maintenant, des nombreux psychiatres et praticiens qui font appel à moi pour aider un maximum de personnes. Et aider les pédophiles ou aider les personnes qui ont un trouble, c'est protéger les enfants.